Matin avec dans un instant Territoire Sénat et l'actualité parlementaire entre autres. À tout de suite. Voilà, c'est l'heure de Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique avec les titres de cette actualité ce matin. Bonjour Saveria, rebonjour. Bonjour à tous. La charge du Sénat contre l'Élysée. Les sénateurs ont rendu leurs conclusions dans l'affaire Benalla. Elles sont sévères dans un rapport accablant. Ils dénoncent des dysfonctionnements majeurs. Les sénateurs demandent des poursuites contre Alexandre Benalla. Ils mettent également en cause 3 des plus hauts fonctionnaires de l'Élysée. La réplique de l'exécutif n'a pas tardé. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, parle de contre-vérité. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, juge que le principe de séparation des pouvoirs n'aurait pas été respecté par les sénateurs. Hier soir, seule concession. L'Élysée parle d'un manque de clairvoyance. Emmanuel Macron annonce un nouvel arsenal pour lutter contre l'antisémitisme. Parmi les mesures, un projet de loi pour mieux lutter contre la haine sur Internet, ainsi qu'une nouvelle définition judiciaire de l'antisémitisme qui inclura l'antisionisme. Et avec nous pour décrypter toute cette actualité, le vice-président de la commission des lois, François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est une charge sans précédent, un rapport accablant dans un document de 160 pages. Les sénateurs dénoncent les dysfonctionnements de l'Élysée. Ils visent non seulement Alexandre Benalla, mais aussi les proches du président. Il ressort de tout cela 13 recommandations. Retour sur le contenu de ce rapport avec Aurélien Romano. De graves dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État. C'est la principale conclusion du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Pour les sénateurs, la sécurité du président de la République a été affectée par la présence d'Alexandre Benalla à ses côtés. Son manque d'expérience, couplé à la place excessive qu'on lui a laissé prendre autour d'Emmanuel Macron, sont des erreurs majeures. La thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales, allant jusqu'à affecter, je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très bien, la sécurité du président de la République. Il n'y a pas une seule affaire pour les sénateurs, mais plusieurs affaires qui révèlent toutes des dysfonctionnements. L'affaire des passeports diplomatiques, avec les graves lacunes concernant leur attribution et surtout leur récupération. Le cas des conflits d'intérêts avec le contrat russe signé par Alexandre Benalla alors qu'il est encore à l'Élysée. En conséquence, les préconisations de la Commission sont multiples. Prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts parmi les collaborateurs des cabinets pour qu'ils ne soient dans la main de personne. Garantir le respect des standards de sécurité les plus élevés en ce qui concerne la protection du président de la République et celle du Premier ministre. Parmi les 13 propositions de la Commission, près de la moitié concerne le fonctionnement de l'exécutif et particulièrement le recrutement, l'encadrement et le contrôle des collaborateurs de l'Élysée. Les sénateurs souhaitent aussi renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République. Enfin, les sénateurs demandent à ce que la justice se penche sur les déclarations mensongères d'Alexandre Benalla ainsi que sur certaines omissions des collaborateurs de l'Élysée auditionnés. Nous proposons au président du Sénat et au bureau du Sénat de saisir le parquet. C'est clair ? Premièrement, pour M. Benalla et Kras, en parlant de faux témoignages. Deuxièmement, nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée précités, le parquet soit saisi. Parmi ses collaborateurs figurent le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, ainsi qu'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. François-Noël Buffet, on retiendra des mots forts, incompréhensible indulgence de la hiérarchie, chaîne d'irresponsabilité. Qu'est-ce qui est le plus grave dans ce rapport ? Au-delà des personnes elles-mêmes, c'est tout le dispositif de contrôle fonctionnement des collaborateurs de l'Élysée, en l'occurrence. Pourquoi, lorsqu'on termine sa fonction, on ne rend pas immédiatement ses passeports et on se rend compte 3 mois plus tard qu'ils sont encore dans la nature? Pourquoi un téléphone crypté, ultra sécurisé, on ne le retrouve pas pendant un mois, on ne sait pas où il est, mais on ne s'interroge pas? Pourquoi, lorsque l'on recrute un collaborateur, on ne vérifie pas s'il n'y a pas des problèmes de conflit d'intérêts? A-t-il des activités autres que celles pour lesquelles il prétend travailler? Si on avait fait ces déclarations à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique, eh bien, on se serait aperçu de ce risque-là avec M. Benalla en la circonstance. Pourquoi, lorsque l'on demande 3 fois à un port d'armes qu'il est refusé,
l'Élysée, eh bien, il faut une assistance élyséenne pour obtenir ce port d'armes, alors même qu'on n'y a pas droit. Pourquoi, dans une fiche de poste, on vous dit que vous avez une mission de sécurité, alors même que la protection du président de la République bénéficie d'un service spécialisé et qui s'occupe de lui et dont c'est le métier. C'est tout ce système-là qui est tout à fait étonnant. Pourquoi, lorsque M. Benalla, par exemple, voyage plus de 23 fois entre le 1er août et le mois de décembre, on sait qu'il n'a pas rendu ses passeports, le Quai d'Orsay vous dit, on ne peut pas récupérer le passeport, pourquoi on n'avertit pas la PAF, la police de l'air des frontières, pardon, pour dire attention. C'est tout cela qui est incroyable. Vous avez des mots très très durs, hein. Vous dites l'exécutif a été en dessous de tout dans cette affaire. Oui, je le pense, sincèrement. Nous sommes au plus haut niveau de l'État, dans un lieu qui doit être exemplaire, parce que c'est lui qui donne la confiance. C'est lui qui inspire le respect. Lorsque l'Élysée dit quelque chose, c'est parole de vérité. Et ça doit être parole de vérité. Et donc on attend que dans son organisation, on ait cette excellente vertu qui est celle de les qualités supérieures de la vérité, de la sincérité, que les choses soient claires. Jusqu'où ira cette affaire ? Philippe Bas, le président de la Commission des lois, a clairement demandé hier au procureur d'ouvrir une enquête. Il y a parjure pour vous, il faut ouvrir une enquête, il faut de nouvelles poursuites judiciaires. En toute hypothèse, il faut qu'on saisisse le procureur de la République. Après, le procureur de la République décidera, puisqu'il conserve l'opportunité des poursuites. Mais l'infraction constituée par le fait de mentir devant la commission des lois, devant la commission d'enquête, alors qu'on était sous serment et qu'on a juré de dire la vérité, constitue en elle-même une infraction. Donc je n'imagine pas que le procureur de la République ne poursuive pas sur la base de cette infraction. Très bien. Alors, l'autre aspect, bien sûr, c'est l'aspect politique. On va en parler, et une sorte de nouveau bras de fer qui naît entre le Sénat et l'exécutif et l'Élysée et Emmanuel Macron. La réplique hier à ce rapport de l'exécutif n'a pas tardé. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a parlé de contre-vérité. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, juge, elle, que le principe de séparation des pouvoirs n'aurait pas été respecté par les sénateurs, par la commission d'enquête. Hier soir, seule concession, l'Élysée a parlé d'un manque de clairvoyance et donc on le voit, un nouveau bras de fer qui s'ouvre entre l'exécutif et le Sénat. C'est un sujet de Fabien Recker. En toile de fond de l'affaire Benalla, l'exécutif a engagé un bras de fer avec le Sénat. Pour l'Élysée, les travaux de la commission d'enquête ont une visée politique et une cible, Emmanuel Macron. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Personne n'est dupe de ce qui se passe, de ce qui s'est passé cet été, de l'instrumentalisation de ce qui est tout de même une dérive au départ personnelle. Pour la majorité présidentielle, l'opposition, et en particulier la droite sénatoriale, serait donc engagée dans une chasse aux sorcières pour affaiblir le président de la République et porterait surtout atteinte à la séparation des pouvoirs. Je pense que ça pose un précédent. C'est pas à l'Assemblée ni au Sénat de rendre la justice sur quelque affaire que ce soit. Sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va créer des commissions d'enquête systématiquement pour doublonner des enquêtes en cours. Les sénateurs n'enquêtent pas sur les faits reprochés à Alexandre Benalla le 1er mai dernier, mais sur une chaîne de dysfonctionnement au sein de l'appareil d'État. Ils affirment donc jouer le rôle de surveillance de l'exécutif qui incombe au Parlement. Nous n'avons pas attaché à ces tentatives de créer la polémique ou de pression la moindre importance. Le Sénat est libre et indépendant. Il a fait son travail avec sérénité, avec humilité aussi. Et le porte-parole du gouvernement n'attend pas d'avoir eu le rapport entre les mains pour riposter. L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contre-vérités qui se trouvent présentes dans le rapport. Il appartiendra désormais à la justice de donner une suite aux éléments avancés par la commission d'enquête. François-Noël Buffet, à l'instant, sur ce plateau, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, dit que la commission d'enquête, dont vous faites partie, a des visées politiques. Est-ce qu'il se trompe ? Bien sûr qu'il se trompe. Et puis chacun sait que c'est la défense de ceux qui n'ont pas grand-chose à dire sur le fond. Je note par ailleurs que personne dément ce qui a été écrit. Alors on conteste le rôle de la commission d'enquête. Le Sénat est dans son rôle constitutionnel de contrôle de l'exécutif. Naturellement que nous avons veillé à respecter les obligations qui sont les nôtres et de ne pas interférer dans les obligations judiciaires. On vient de le voir dans le sujet, Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, dit tout cela crée un précédent dangereux. Est-ce qu'elle se trompe ? Le Sénat n'est pas dans une posture politique dans cette affaire néanmoins ? Bien sûr qu'elle se trompe, évidemment qu'elle se trompe.
Lisons le rapport, que chacun se l'approprie, il doit être sur Internet. Et vous verrez que les choses sont objectives et claires. Je comprends qu'il gêne l'exécutif, ce rapport. Évidemment qu'il le gêne. Mais il n'empêche que c'est la liberté et l'indépendance du Sénat d'exercer ce pouvoir de contrôle. Quand bien même l'exécutif aurait contesté le rôle de cette commission d'enquête, alors il fallait que les ministres ne viennent pas aux auditions à laquelle ils avaient été invités. Il fallait dire, nous n'y allons pas parce que nous estimons que... Or, ils sont venus. Et ils ont dit des choses, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est tout de même extrêmement rare que le Sénat demande des poursuites, que le bureau du Sénat demande de saisir la justice, demande des poursuites pour parjure. Oui, c'est vrai. Extrêmement rare. C'est vrai que c'est rare parce que c'est en même temps exceptionnel. C'est-à-dire, peu de monde s'autorise à mentir devant une commission d'enquête alors qu'ils sont prêtés serment de dire la vérité. Quand Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, on l'a entendu également, elle juge que elle l'a dit hier, que le principe de séparation des pouvoirs n'aurait pas été respecté. C'est la garde des Sceaux tout de même. Oui, elle l'a dit au mois de septembre. On a vu le résultat. Non, elle l'a redit hier également. Oui, elle l'a redit hier. Oui, elle l'a dit au mois de septembre. Elle le redit aujourd'hui. Mais une fois de plus, je redis, si vraiment la garde des Sceaux était convaincue de son propos, elle aurait dissuadé ses collègues de venir devant la commission. Les choses auraient été claires. François Bayrou, à l'instant, vient de déclarer qu'on voit bien qu'il y a une certaine délection du Sénat, de la commission d'enquête du Sénat dans cette affaire. Ce que dit François Bayrou à l'instant. Mais d'élection, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de plaisir particulier. Il y a juste le fait, je rappelle quand même depuis le début, de mettre à jour des comportements, des attitudes qui mettent en cause la sécurité du président de la République. Il roule pour Emmanuel Macron, François Bayrou? C'est pas nouveau, ça. Il le soutient. Il le soutient, clairement. Pour venir sur vos conclusions, François-Noël Buffet, dans ce rapport, vous ne demandez pas des poursuites uniquement contre Alexandre Benalla. Vous mettez également en cause, et c'était d'ailleurs une des surprises hier dans ce rapport, vous mettez en cause 3 des plus hauts fonctionnaires de l'Élysée, Patrick Stroda, qui est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Alexis Collère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, ainsi que le général Lionel Laverne, le chef du groupe de sécurité de la présidence. C'est toute la Macronie qui est en cause. Alors, le degré Il y a un degré en réalité entre ce que l'on demande à l'égard de M. Benalla ou de M. Kras parce que le parjure est établi, à l'égard des 3 autres, c'est parce que la Commission a constaté qu'il y avait une distorsion entre les déclarations qui ont été faites devant elle et la réalité des faits, et notamment sur le rôle de M. Benalla au sein de l'Élysée dans sa mission de sécurité. Et ce que dit la Commission, elle interroge le procureur de la République, s'il se saisit, de savoir si dans ce cas-là, le fait de ne pas dire les choses constitue en soi le fait d'un mensonge par omission. Donc le degré d'affirmation de la Commission est moindre tout de même, mais le constat est là. Donc on ne pouvait pas en rester simplement là. Pour terminer sur ce rapport, vos préconisations, quelles sont-elles ? Il y a 13 propositions qui sont faites par la Commission, avec une volonté de transparence dans le recrutement des personnels, de façon que les choses soient parfaitement claires au même titre que pour les fonctionnaires. Il faut que ce soit parfaitement clair pour les cabinets, qu'on s'attache de savoir s'il y a des conflits d'intérêts possibles, si les compétences retenues pour occuper le poste sont bien celles de la personne qui est candidate, que l'on contrôle également le retour des passeports ou le fait de rendre les passeports ou les téléphones que vous avez à votre disposition dans le cadre de fonction, que les choses soient clairement faites au moment du départ du collaborateur, et évidemment que l'État, et notamment le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur sur cette affaire de passeport, se mettent d'accord sur un plan technique, parce qu'on a constaté qu'il y avait aussi de ça. C'est ce type de mesures dont nous avons besoin. François-Noël Buffet, on va se rendre dans un instant à Metz, où nous attend Didier Bayeut via Mirabel, mais vous êtes candidat à l'élection métropolitaine de 2020. Vous voulez être le chef de file des Républicains au Grand Lyon, ça s'appelle, l'élection. Est-ce que Laurent Wauquiez va avoir à arbitrer entre vous et Alexandre Vissandé, qui est le patron des Républicains dans le Rhône? Soit nous trouvons un accord entre nous, et les choses se régleront comme ça, soit nous n'en trouvons pas, et évidemment le processus continuera. C'est parti comment? Pour pas qu'il y ait d'accord? Je crois que c'est parti pour que nous finissions dans la Commission nationale d'investiture. Mais ce que je veux dire sur ce point, c'est qu'il y a une vraie différence d'approche entre les 2 candidats, avec 2 visions très différentes. Pour le Grand Lyon. Et 2 manières d'aborder les choses. Voilà. Je le disais en titre, dans le reste de l'actualité, bien sûr, ce matin, Emmanuel Macron qui annonce un nouvel arsenal pour lutter contre l'antisémitisme parmi les mesures. Un projet de loi qui devrait permettre de mieux lutter contre la haine sur Internet, ainsi qu'une nouvelle définition judiciaire de l'antisémitisme. François-Noël Buffet, notre arsenal législatif aujourd'hui, il n'est pas suffisant sur cette question.
Alors, sur le plan de la lutte contre l'antisémitisme, mais également de la lutte contre les propos racistes, l'homophobie et autres, nous avons un arsenal juridique qui est existant. Hein, la question maintenant est de savoir comment on l'applique et comment on l'applique fermement. Alors, pour être très précis, parce qu'il y a deux sujets différents, est-ce que tout d'abord, il faut un nouveau texte de loi pour lutter contre la haine sur Internet ? Ah oui, ça c'est absolument nécessaire. La grande difficulté du monde moderne, c'est cette liberté trouvée sur Internet, qui peut d'ailleurs, cette liberté ayant comme corollaire l'absence de sanctions, parce que c'est très difficile à faire. Or, évidemment qu'il faut faire évoluer la législation, donc nous allons attendre le texte, nous verrons comment les choses se présentent. Ça sera présenté au mois de mai. Oui, mais sur le principe, bien sûr que c'est nécessaire. C'est vrai pour les propos antisémites, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres sujets, où sur Internet, tout est dit, tout est vérité, tout est la même chose, et jamais rien n'est sanctionné. Autre annonce donc du président hier soir, une nouvelle définition judiciaire de l'antisémitisme qui inclurait l'antisionisme. Depuis quelques jours, on parle d'une pénalisation de l'antisionisme. Est-ce que vous y seriez favorable ? Alors, c'est un sujet qui est plus délicat. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui nommer les choses. C'est vrai que l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est deux choses différentes, hein, puisque l'antisionisme, c'est la contestation même de l'État d'Israël, de son existence. De l'existence de l'État d'Israël. Donc, c'est évidemment indiscutable. On ne peut pas accepter de tels objectifs. Est-ce qu'il faut pénaliser l'antisionisme ? La question, il faut savoir si on peut le pénaliser. Je pense qu'on doit pouvoir trouver un équilibre dans le texte. C'est ce qui a été dit par le président de la République. On verra la rédaction qu'il propose. Si on peut arriver à cela. Moi, je suis a priori assez prudent, pensant que l'arsenal juridique est suffisant. Ce que je pense, en revanche, c'est que nous pourrions augmenter le quantum des peines encourues pour ceux qui tiennent ce type de propos, et durcir la sanction pénale. Et évidemment que le système judiciaire, que nos magistrats condamnent fermement les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, sur cette question de l'antisionisme et de pénalisation de l'antisionisme, de tomber dans le délit d'opinion dès lors que l'on critique, que l'on parle de la politique de l'État d'Israël ? C'est bien là le risque, c'est bien là le danger. Ce sont des vraies questions juridiques. Et qu'on soit dans un déséquilibre et que l'on puisse finalement causer plus de problèmes que d'en résoudre. Et notamment parce qu'il y a des relations internationales et diplomatiques, il faut être prudent. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Pour terminer, j'aimerais vous entendre plus généralement sur le climat délétère, le climat grave d'agression, d'actes antisémites que notre pays vit en ce moment. Vous êtes un élu du Rhône. Il y a encore eu hier de nouveaux tags antisémites découverts sur un monument aux morts du cimetière de Champagne au Mont d'Or. Ça dit quoi sur l'état de notre société, de notre pays aujourd'hui ? Ça dit l'état de gravité. Ça traduit un climat nauséabond, alors qui existait, qui était toujours sous-jacent, mais qui se révèle encore plus aujourd'hui. Ça veut dire aussi un mal-être, et ça veut dire la nécessité que nous avons, pour ceux qui sont les républicains convaincus, de se rassembler et de le condamner fermement. Mais le dire oralement est une chose, le montrer, c'est important. Nous l'avons fait mardi soir, place de la République à Paris. Mais la condamnation, la poursuite, l'intransigeance est absolument nécessaire. Il faut légiférer. Il faut légiférer, mais surtout, il faudra appliquer ce que nous pouvons décider éventuellement. Et l'enjeu, c'est ça, c'est d'appliquer. Et puis, évidemment, le fond du fond, c'est l'éducation. C'est de reprendre en main, sans doute, tout le système éducatif pour s'inscrire dans la durée. Nous ne pouvons pas simplement nous inscrire dans le moment présent, il faut s'inscrire dans la durée. Et l'éducation, c'est fondamental. Et on a un travail monstrueux à faire de ce point de vue-là. Vous avez été légèrement critique à l'égard de Laurent Wauquiez, j'ai lu d'ailleurs. Comment vous allez vous en sortir dans cette critique à l'approche des municipales, alors que vous demandez une investiture finalement aux Républicains ? Je n'ai pas été critique à l'égard de Laurent Wauquiez, je suis loyal à l'égard de Laurent Wauquiez. J'ai dit pour les élections européennes qu'au départ, j'étais un peu inquiet de la seule candidature qui était présentée. Mais il y a eu une évolution. À propos de la tête de liste. Parce que Laurent Wauquiez a proposé qu'il y ait un triumvirat, et que ce triumvirat, j'ai voté pour ce triumvirat, et je trouve que c'est bien parce qu'il redonne de l'équilibre, il redonne une représentation des sensibilités, et que c'est une très bonne chose. Dans le rang. Donc moi, mais je n'ai pas perdu le rang, parce que j'ai voté à la CENI pour ça, donc je serai au soutien de notre liste, parce que pour le coup, le débat européen est absolument essentiel, et naturellement que soutiendrai nos candidats. François-Noël Buffet, sénateur LR. On va tout de suite partir à Metz. C'est le directeur général de Via Mirabel, Didier Bayeux, qui a une question à vous poser et on l'écoute. Vous allez lui répondre, François-Noël Buffet.
Monsieur le sénateur, bonjour. Alors les grands débats un peu partout en France ont montré qu'il y avait une défiance importante des citoyens vis-à-vis des élus de la République. Que pouvez-vous leur répondre et est-ce que cette réconciliation nécessaire ne passe-t-elle pas par plus de participation des citoyens à l'élaboration des lois et pour cela peut-être de s'appuyer davantage sur les corps intermédiaires? Il est incontestable, d'abord bonjour, pardon, il est incontestable que le fait d'avoir voulu finalement mettre de côté les corps intermédiaires cause un problème. On ne dirige pas un pays comme la France sans tous ses concitoyens et sans toutes ses organisations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la défiance à l'égard du politique, elle est ancienne. Il y a une part de fantasme là-dedans, mais il y a une part de réalité aussi, puisque ça fait quelques années qu'on sent les choses. Mais je crois que pour les élus qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui font le job, il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai été maire pendant 20 ans d'une commune de l'agglomération lyonnaise. J'ai été parlementaire en même temps. J'ai été élu 3 fois au premier tour, à chaque fois parce que j'étais proche de mes concitoyens, je le suis toujours, et que j'ai fait le travail. Donc ça me paraît essentiel. En revanche, sur la coproduction ou la coparticipation à la rédaction de la loi, je pense qu'il faut savoir évoluer. Et pourquoi pas imaginer un système qui permette à tout le moins, sur un texte, de le mettre au débat pendant quelques temps, d'en recueillir les observations faites par nos concitoyens et d'en tenir compte. Une sorte d'amendement républicain, si je puis me permettre. Et pourquoi pas? Je ne suis pas fermé à ça, je trouve que ce serait plutôt positif. Ça rapprocherait en tous les cas nos concitoyens de leurs parlementaires, c'est-à-dire de ceux qui rédigent la loi, évidemment, et qui peuvent paraître parfois un peu éloignés. Merci beaucoup, Didier Bayeux de Via Mirabel. Vous en êtes le directeur général, d'être intervenu en duplex et en direct de Metz tout au long de cette édition. Et à très vite. François-Noël Buffet, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, une fois que le constat est fait, une fois que c'est dit, cette défiance envers les élus, comment on y remédie? Je crois qu'il y a d'abord une analyse, une remise en cause de ce qui est reproché et d'en tenir compte. Bon, ça, c'est la première chose. Après, maintenant, il y a les actes. Comment faire? Moi, je suis assez partisan du fait qu'il faut procéder sans doute à une phase de décentralisation nouvelle pour rapprocher le niveau de décision le plus proche du terrain sur ce qui peut être traité directement par le terrain et ce qui peut être le plus efficace. Je crois qu'il faut gérer l'efficacité. Il faut que l'État se concentre sur ses fonctions régaliennes, sur ses grandes thématiques pour assurer globalement la solidarité, l'unité du pays. Et puis sur un certain nombre de sujets, il faut donner ça aux collectivités locales, avec les moyens budgétaires qui vont avec naturellement, pour être au plus près. On a pu constater quand même depuis plusieurs années que lorsque les dossiers ou des nouvelles compétences ont été donnés aux départements, aux régions, aux métropoles, les choses ont avancé positivement. Alors après, il y a forcément des... Mais néanmoins, les concitoyens se sentent éloignés de tout cela. Mais c'est aux élus de faire leur travail. Ce qui a traduit douloureusement la crise des Gilets jaunes. Oui, mais c'est aux élus aussi de faire leur travail. D'abord, ils ne le font pas. Aujourd'hui, ils ne le font pas assez. De dire ce qu'il faut faire, mais de faire ce qu'ils ont dit. Ça, je crois que on l'entend régulièrement, mais c'est une réalité. Et puis ensuite, de faire son travail, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ses concitoyens et de faire le boulot. Si vous faites le boulot, les concitoyens vous apprécient, il n'y a pas de doute. Le grand débat national, il aura été utile en ce sens? En tous les cas, on dit qu'à peu près 30% de la population a participé de près ou de loin à une forme de débat. S'il a permis d'avoir une prise de conscience collective et qu'il sorte quelque chose de positif, ça aura été une bonne chose. Moi, je suis inquiet. Je suis dans l'attente, en tous les cas, de ce qui va en sortir et de la manière dont le président de la République va régler ce problème-là. Car le drame serait de ne pas avoir de réponse ou une demi-réponse. Dans quel cas-là, ce sera difficile. Comment on en sort définitivement de cette crise des Gilets jaunes? Comment on en sort par le haut? Comment on relance le quinquennat? Est-ce que c'est par un référendum? Est-ce que c'est par un vote? Est-ce que c'est par des lois? Est-ce que c'est par des décrets, des décisions prises par décret? C'est par des décisions pratiques. Les premiers sujets sont les sujets de pouvoir d'achat et d'emploi. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les Gilets jaunes, les premiers, je veux dire, qui sont sincères dans leur action, doivent être entendus et on doit leur donner les moyens de retrouver cet équilibre, cette unité nationale, singulièrement sur la base du travail et de l'emploi. Quant à ceux qui sèment le bazar, c'est sans concession, on les poursuit et on les juge. Un tout petit mot aux Lyonnais, la présence de Manuel Valls à Lyon, qui a fait une parenthèse dans sa campagne électorale pour la mairie de Barcelone, pour la manifestation contre l'antisémitisme. C'est une bonne chose qu'il était aux côtés de Gérard Collomb?
Il est passionné de football, il soutient Barcelone. C'était pour le foot alors. On soutient l'Olympique Lyonnais. Je parlais de la manifestation. Moi, je n'y vois pas. C'est très bien, il a été ancien Premier ministre, il est candidat à Barcelone. Enfin, ne voyons pas le mal partout. Ça fait partie de la confiance dans les élus, de ne pas voir le mal partout lorsqu'on n'est pas forcément du même bord politique, je crois. Merci beaucoup François-Noël Buffet, sénateur LR, d'avoir été notre invité ce matin. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. On termine très rapidement avec les temps forts aujourd'hui au Sénat et 2 auditions importantes auxquelles vous allez participer. 2 auditions majeures, les sénateurs François Pillet et Jacques Mézard auditionnés par la commission des lois pour valider, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, pour valider leur candidature au Conseil constitutionnel. Audition à midi, puis à 14h15. À 14h30 en séance, une proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée nationale qui vise à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques pour la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels ainsi que le droit à l'oubli. Et on termine à 16h30 avec un autre texte, une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale qui vise à encadrer le démarchage téléphonique. Bravo pour le débit, parce que vous avez compris qu'on était en retard. Merci Saveria, et à demain. Absolument, merci, à demain. Et nous, on se retrouve tout à l'heure après la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, vous allez voir, c'est tout bleu partout. Et le zap matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'Info ce matin. À tout à l'heure, à tout de suite. Bonne journée. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé. Eh bien, force est de constater que c'est une affaire d'État, c'est une affaire qui en dit long sur la pratique du pouvoir, et c'est une affaire dont le président de la République est le principal responsable. Sanction insuffisante au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République. Tout l'entourage du chef de l'État et au plus haut niveau apparaît à un moment ou à un autre dans cette affaire Benalla. Maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés. Le rapport date d'il y a moins de 2 heures, nous étions au Conseil des ministres, donc souffrez que nous ne cédions pas à l'urgence du moment et que le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités, je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas nous le ferons rapidement. Il y a des contre-vérités et il ajoute qu'il n'a pas pris connaissance du rapport. Vous comprenez, j'étais au Conseil des ministres, dit-il. Eh bien, qu'ils prennent connaissance du rapport. Il faut que chacun prenne le temps de nous lire. C'est un rapport qui est accablant, qui formule un certain nombre de propositions qui me paraissent utiles d'étudier, de considérer rapidement. Dans les préconisations qui figurent à l'issue de ce rapport, je constate que beaucoup d'entre elles concernent l'organisation interne de l'Élysée. Il me semble qu'on n'est pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs. La finalité initiale du rapport de la commission d'enquête était probablement d'essayer de révéler une vérité. En cours de route, à cet objectif s'est ajouté un autre objectif qui était à l'évidence politique. Le Sénat fait de la politique, il a tout à fait le droit de faire de la politique. Je pense que ça ne vous aura pas échappé non plus qu'il en fait. Mais nous, on a aussi le droit d'émettre des réserves sur les modalités de cette commission d'enquête. Il vivait dans une bulle d'impunité qui lui a permis manifestement de se sentir au-dessus des lois et au-dessus des obligations qui devraient être les siennes quand on est simple chargé de mission. Mais finalement, un homme clé dans le fonctionnement de l'Élysée. Cette espèce de sentiment d'impunité, de toute puissance, est un puissant ressort de la colère
populaire qu'il y a dans le pays. Le deux poids, deux mesures, en tout et pour tout, quel que soit le domaine, est un ressort de la colère qui s'exprime. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée à tous. Au revoir.